tout le monde, ici Catherine Gignac, bienvenue à Personnalité. Notre personnalité de la semaine est une humoriste et comédienne française d'origine tunisienne qui s'est fait connaître en 2009 grâce à son spectacle Samia et les 40 comiques. Depuis, elle sillonne les routes d'Europe et d'Afrique à la rencontre de son public. Je vous invite à prendre un instant pour découvrir avec moi cette personnalité colorée. Mesdames et messieurs, je vous présente notre personnalité de la semaine, Samia Orozman. Bonne émission! Bonjour Samia. Bonjour. Bienvenue à Personnalité. Merci. Tu es de passage à Montréal pour les Nuits de Carthage. Donc, tu présentes un spectacle. Est-ce que tu peux me parler un peu de ce que tu vas présenter? Alors, mon spectacle, c'est un peu un tour du monde. Je fais voyager les gens à travers ce que je raconte parce que j'ai eu la chance de grandir en banlieue parisienne et qu'il y a des gens qui viennent de partout. Donc, il y a beaucoup de gens qui pensent que venir de la banlieue parisienne, c'est pas forcément un atout, alors qu'en fait, c'est quelque chose d'extraordinaire parce qu'on voyage sans même sortir de là. Et donc, voilà. Et donc, je parle de beaucoup de souffrances que j'ai rencontrées et de mon parcours, mais avec du rire. J'arrive à dédramatiser les situations et à faire rire les gens avec. OK. Et le spectacle s'appelle Femmes de couleur? C'est ça. D'accord. Qui va être présenté au Théâtre Rialto? C'est ça. D'accord. Parle-moi un peu de ton parcours. Comment c'est né chez toi, ce goût pour le théâtre? Parce qu'avant de devenir humoriste, c'était avant tout le théâtre qui t'intéressait. Ouais, c'est ça. J'ai commencé, j'étais au collège. La première fois que je suis montée sur scène, c'était pour une improvisation théâtrale. Et on m'a demandé de jouer le rôle d'une fille dont le chéri venait de se faire renverser par une voiture. OK. Et du coup, j'ai réussi à pleurer sur scène et j'ai fait pleurer les gens dans la salle. Et là, je me suis dit, c'est ça que j'ai envie de faire pleurer les gens. Ah oui, pour vrai? Et Finalement, c'est pas exactement ce que tu fais aujourd'hui. Maintenant, je les fais un peu pleurer de rire. Du moins, j'essaye. Voilà. Ah oui, et puis là, tu as eu la piqûre, tu t'es dit, c'est ce que je veux faire. Ouais, donc j'ai commencé au collège, après j'en ai fait au lycée, à la fac, après j'ai fait le conservatoire de théâtre à Paris. Et puis j'ai continué en faisant partie d'une troupe de théâtre. Et ensuite, je me suis décidée à écrire mes propres sketchs. OK. Et donc, je me suis mise un peu dans l'humour. Et ça fait à peu près une dizaine d'années que je fais de l'humour maintenant. Et pourquoi l'humour? Pourquoi tu t'es dit, bon, maintenant, j'ai plus envie de faire pleurer les gens, j'ai envie de les faire rire? Parce que j'ai toujours été le bout en train de la famille, j'ai toujours fait rire les gens, j'ai toujours fait le pitre. Okay. Et je pense que, comme disait Boris Vian, l'humour, c'est la politesse du désespoir. Et il y a des situations qui sont tellement difficiles à supporter que si on n'en rit pas, on meurt. Alors, je me suis rendu compte que, en fait, dédramatiser des situations, d'un coup, ça met tout à plat. Ça fait tout redescendre. Et avec l'humour, on peut faire passer plein de messages, l'air de rien. Ah oui, c'est ça. Et parle-moi de ton premier spectacle d'humour. Qu'est-ce que c'était? Est-ce que c'était Samia et les 40 comiques? Ouais, c'est ça. Parle-moi un peu de ce spectacle-là. En fait, j'ai organisé des plateaux d'humour où le principe, c'était de présenter plusieurs comédiens qui viennent faire rire pendant 10 ou 15 minutes, un peu comme le Jamel Comedy Club, mais sans vulgarité et sans insultes, pour que les familles puissent venir au théâtre. C'est excellent. Parce que je me dis, quand on va au spectacle, il n'y a pas de télécommande. Si à un moment, il y a un passage un peu obscène, on ne peut pas changer la chaîne, on ne peut rien faire. Et si on a des enfants en bas âge avec nous, on est un peu mal à l'aise. Alors du coup, je sélectionnais des artistes en leur proposant de respecter cette règle-là, de jamais dire de choses obscènes. Donc c'est toi qui as organisé le spectacle au complet? Oui, c'est ça. Et tu as fait venir 40 artistes? Non, c'était juste un nom. En fait, j'ai appelé ça Samia et les 40 comiques parce qu'il fallait trouver un nom déjà un peu rigolo. Et parce que juste avant, j'avais monté un autre concept, enfin un autre spectacle qu'on avait appelé Oriental Comique. Et mon ex-associé s'est sauvé avec la caisse quand ça a commencé à bien marcher. Et donc, je me suis retrouvée sans rien. Il a fallu recommencer à zéro. Et puis, je me suis dit, je vais l'appeler Samia et les 40 comiques parce que le voleur, il est parti. Donc, même dans le nom, il y avait une joke. Et ça m'a permis de rebondir et de recommencer. C'était le même principe. Pas de vulgarité, pas d'insulte, un truc familial, un truc assez sympa, mais avec un nom qui me ressemble et que personne pourrait me voler cette fois-ci. Oui, effectivement. Et donc, tu présentais aussi un numéro dans ce spectacle-là. En fait, c'était ton premier numéro? Oui, c'est ça. À chaque spectacle que j'organisais, parce que c'était des plateaux d'humour que je présentais tous les 3 mois à peu près. Okay. Et à chaque fois que j'organisais un plateau d'humour, je venais tester un nouveau sketch. Ah. Parce que moi, j'avais essayé en fait de participer à d'autres spectacles qui existaient déjà en proposant ma candidature. Et la première fois, on m'a demandé un CV, une lettre de motivation, combien de temps j'avais fait de théâtre, machin. Tout un tas de choses pour aller jouer dans une cave. J'ai dit, quoi? Tout ça pour jouer dans une cave? J'ai dit, mais tu sais quoi, je vais le faire tout seul, j'ai pas besoin. Donc j'ai organisé moi-même mes spectacles. C'est ça qu'il faut Comme faire. ça, j'ai plus à demander à personne, tu vois. Je fais ce que j'avais à faire moi toute seule.
Et donc, je suis un peu comme ça, je suis une téméraire. Je déteste tendre la main et attendre qu'on me donne quelque chose. Je fais ce que j'ai à faire, je travaille, je plante des graines, je laboure la terre et puis à un moment donné, je finis par récolter les fruits. Ça a été l'élément déclencheur de ta carrière, en quelque sorte. Ouais. C'est là que tu as commencé à te faire connaître. C'est ça. C'est bien ça? C'est ça, petit à petit. J'ai fait plein de petites scènes un peu à droite à gauche. Les 3 premières années de mon spectacle, j'ai beaucoup joué gratuitement. J'ai joué pour des associations humanitaires. J'ai été beaucoup en Belgique, par exemple, où il y avait des associations qui récoltaient des fonds pour les orphelins au Maroc. Okay. J'ai tellement fait ça que j'ai dit, mais est-ce qu'il reste des orphelins? Tellement j'ai joué pour ça. Et donc c'est une joke, j'espère qu'un jour il n'y en aura plus. Mais voilà, j'ai beaucoup travaillé au début gratuitement parce que c'était une manière de tester ce que j'avais à tester, d'agrandir mon réseau et puis d'offrir mon art pour une belle action. Et donc ça m'a permis de perfectionner mon spectacle. Et ensuite, quand j'ai fait ce travail-là, des gens ont commencé à me connaître et à m'appeler pour d'autres endroits. Et puis ça a commencé à marcher, quoi. Et quand on monte sur scène pour faire de l'humour, est-ce qu'il y a une petite crainte quelque part que peut-être les gens vont pas rire? Mais bien sûr. Alors moi, il y a un parallèle que j'aime bien faire, c'est comparer à la première fois qu'on fait l'amour avec quelqu'un. La première fois qu'on rencontre quelqu'un et qu'on s'offre à lui, eh bien, on a beau avoir eu plein de partenaires avant, ben, chaque personne est différente. Donc avec chaque rencontre, on doit se dire, mais est-ce que je vais lui plaire? Est-ce qu'il va me trouver belle? Est-ce qu'il ne va pas regarder mes bourrelets et mon corps disgracieux? Ou est-ce qu'il va m'aimer tel que je suis? Eh ben, la rencontre avec le public, c'est la même chose. En fait, on a beau avoir joué 1 million de fois, chaque rencontre avec chaque nouveau public est unique. Et à chaque fois, on a peur, à chaque fois, on a la boule au ventre, à chaque fois, on se pose 1 milliard de questions parce qu'on a envie qu'on nous aime et on a envie de donner le meilleur de nous-mêmes. Et à chaque fois, ben, c'est que du bonheur et du plaisir, quoi. Est-ce que tu testes tes gags avec tes amis ou ta famille avant de mais les présenter? clairement. Oui. En fait, à chaque fois qu'il m'arrive quelque chose d'un peu loufoque, je le raconte d'abord à ma famille, ensuite à mes amis, à mes proches. Et puis une fois que je vois que j'ai bien fait rire les gens en répétant 10 fois la même histoire avec la même mécanique, là, je vais la tester sur scène. Ah, OK. C'est quoi les thèmes et les sujets que tu préfères? Moi, c'est surtout tout ce qui m'a fait pleurer ou tout ce qui m'a fâché à un moment donné. Par exemple, j'ai un sketch où je raconte le désespoir de ma mère quand je lui ai présenté un noir pour me marier avec, parce qu'elle aurait préféré que je prenne un Tunisien de Djerba, si possible de la famille comme nous, tu vois. Donc c'est vrai, c'est une histoire Oui, vraie? c'est vrai, tout ce que je raconte est vrai en fait. Moi, c'est que du vécu, je ne sais pas inventer des histoires, je sais raconter des histoires qui se sont déroulées. Et du coup, ben, cette douleur que j'ai pu rencontrer, ces 4 années où j'ai beaucoup souffert parce que mes parents ne voulaient pas en entendre parler, ben, sur le coup, ça a été difficile, mais à la fin, j'ai surpassé tout ça et puis j'en ai fait quelque chose pour faire rire les gens avec. Et du coup, ben, non seulement je dénonce le racisme qu'il peut y avoir chez nous et l'incompréhension que moi j'ai pu avoir à ce moment-là. Et en même temps, ben, je fais rire avec, je dédramatise, je permets de prendre de la distance. Et puis, ça finit par convaincre certaines personnes aussi. Ah oui. Et donc, j'ai fait ça avec plein de choses. Par exemple, la difficulté de ne pas avoir d'enfant. Il y a 15 ans que je suis mariée et pour l'instant, ça ne marche pas. Et donc, je fais rire avec ça. Et toutes les femmes qui sont dans la même situation que moi, qui m'entendent raconter ça, ben, comme j'ai plein de jokes là-dessus, elles se reconnaissent, tout à fait. Ça dédramatise, ça les fait rire. Et à la fin, elles viennent me voir en me disant « Merci, tu m'as fait du bien, tu m'as fait rire de quelque chose qui normalement me fait pleurer. » Est-ce que c'est une sorte d'exutoire pour toi aussi, une thérapie en même temps? Clairement, Oui. Bien sûr que c'est ça. Moi, je sais que j'ai perdu maman, paix à son âme, et j'en parle sur scène aussi. Et ça me fait du bien. Elle continue d'exister à travers mon spectacle, mais je fais un hommage aux parents et j'essaie de sensibiliser chacun à se dire, tant que tes parents sont encore là, profites-en. Parce que tu ne te rends pas compte, oui, elle t'énerve, oui, tu pètes les plombs, oui, vous vous disputez, etc. Mais tout ce qu'elle fait, c'est pour ton bien. Ta maman, elle t'aime, elle veut ce qu'il y a de mieux pour toi et elle est peut-être envahissante, mais c'est parce qu'elle veut que tu réussisses dans la vie, et elle veut être proche de toi, et elle veut t'aider, elle veut t'accompagner, elle veut que tu évites de te casser la figure. Et du coup, je raconte tout ça. Et ça permet aux gens de se poser des questions peut-être aussi. Pour moi, c'est important de transmettre des messages. On n'est pas là juste pour faire rire. Faire rire, c'est facile au final. Ouais. Mais j'essaye aussi de faire réfléchir. Moi, avec le peu d'expérience que j'ai déjà eu de la vie, si ça peut aider d'autres personnes à ouvrir les yeux sur certaines situations, je le fais. Et donc, quand on ressort de là, non seulement on a ri, mais en plus on réfléchit et on se dit « C'est vrai que ça fait longtemps que je n'ai pas appelé maman. Il faut que je prenne le temps de le faire. » Ah, c'est beau. On doit s'arrêter pour une pause. Mais on se retrouve tout de suite après, en compagnie de Samia Orosmane. À tout de suite. On est de retour à Personnalité en compagnie de l'humoriste Samia Orosmane. Qu'est-ce que tu as envie de transmettre au public à travers tes sketchs, à travers tes spectacles? Surtout beaucoup d'amour.
Je pense que j'en ai trop, ça déborde, tu vois. Et du coup, je te disais tout à l'heure que j'ai pas d'enfants. Ouais. Alors peut-être que tout cet amour que j'ai en trop et que je donne pas aux enfants que j'aurai, c'est aux gens que je le donne. En fait, pour moi, c'est important de transmettre du bonheur et de l'amour et au-delà du rire, en fait. C'est juste ça. Et peut-être que c'est pour ça que ça fonctionne, c'est parce que c'est toujours avec beaucoup de bienveillance. Donc je me moque, c'est un peu sarcastique de temps en temps, je lance des petits pics, mais c'est jamais méchant. C'est toujours quelque chose de bienveillant et c'est toujours quelque chose qui cherche à rassembler les gens et jamais les blesser. Est-ce que ça te fait du bien d'entendre les gens rire dans la salle? Ah, bien sûr. Oui. Moi, je vis à travers les rires des gens. Je pense que c'est ce qui me fait le plus de bien dans cette vie. Mais justement, est-ce que c'est pour ça que tu as choisi l'humour? Est-ce que le théâtre te manque en quelque sorte ou l'humour te satisfait? En fait, le théâtre, j'en fais aussi dans mon spectacle. Okay. Il y a même un moment où j'ai une tirade de Molière. Et c'est pour montrer que j'ai quand même pris des cours au conservatoire et qu'il faut que ça serve. Et donc du coup, je l'ai incrusté dedans. Mais ouais, ça manque peut-être un peu de jouer de la tragédie. J'aurais aimé faire des choses tristes. Donc après, là, il est prévu que je tourne dans un petit court-métrage où je jouerai quelque chose d'un petit peu plus triste. Et changer de répertoire, c'est chouette aussi. Et puis après, j'aimerais bien faire un spectacle pour enfants. Ça, c'est un rêve. Ah, c'est vrai? J'adorerais ça. Moi, j'adore les gamins et j'aime la scène. Et du coup, mélanger les deux, faire des spectacles pour enfants, je pense que c'est quelque chose qui m'amuserait énormément. Ah oui. Est-ce que c'est Molière, justement, qui t'a initié au théâtre? C'est lui qui m'a donné envie. En fait, les premiers textes que j'ai joués, c'était justement Molière. Et ce que j'ai aimé chez lui, c'est que ces textes sont intemporels. Pour moi, c'est ça, les vrais artistes. C'est que tu les prends à n'importe quel moment dans le temps, ils sont toujours d'actualité. Et Molière, il dénonçait en fait toutes les mauvaises choses qu'il y avait dans la société, mais avec du rire. Oui. Et c'est ce que j'essaie de faire aussi. Donc pour moi, c'est un modèle, quoi. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres artistes qui t'ont inspiré? Oui, moi j'aime beaucoup Elie Kakou. Je ne sais pas si tu connais. Un petit peu. Elie Kakou, en fait, c'était un humoriste d'origine tunisienne, juive tunisienne, mais qui vivait en France. Et il jouait le rôle d'une maman qui s'appelait Madame Sarfati et qui ressemblait beaucoup à ma maman, du coup. Ah, donc forcément, ça me parlait. Et puis j'aime beaucoup Gad Elmaleh, mais je préférais dans les débuts, quand il venait de commencer, en fait. Les tout premiers spectacles qu'il a fait, je trouvais qu'ils étaient plus authentiques et que ça ressemblait à ce qu'il était vraiment. Après, avec le temps, il a fait quelque chose d'un peu plus large pour essayer de toucher un peu plus de monde. Et là, du coup, il m'a un peu perdue sur le chemin. Mais moi, j'aimais beaucoup les premiers spectacles. Et maintenant, il y a plusieurs choses qui s'en viennent pour toi. Je pense que tu vas quitter Montréal bientôt pour partir. Peux-tu me rappeler où? Je dois jouer d'abord au Luxembourg. Ensuite, je joue à Mont-Soleil-Mines, près de Dijon. Et puis après, j'ai Bruxelles qui m'attend. Et donc voilà, et ça c'est ma vie de tout le temps. Quand je fais 4 jours là, 2 jours là, 1 jour là, et je vadrouille. Et puis dès que je peux, je rentre à la maison pour voir un peu mon chéri avant qu'il change les serrures et que je puisse plus rentrer chez moi. Ton chez toi, est-ce que c'est en Tunisie ou en France? Non, je vis en France. Moi, je suis née en France. C'est que tes parents sont d'origine tunisienne. Voilà, c'est ça. Mes parents viennent d'une petite île qui s'appelle Djerba, dans le sud de la Tunisie. Et c'est une île à laquelle je suis très attachée et où je vais toutes les fois où je peux. Et je suis née en France et j'y ai grandi. Et du coup, c'est un peu le problème de la double culture, quoi. Au début, on ne sait pas d'où on est, on ne sait pas d'où on vient, on a le cul un peu entre deux chaises, on se dit qu'on est d'ici, de là-bas. Quand on est en France, on n'est pas considéré comme Français. Quand on va en Tunisie, on n'est pas considéré comme Tunisien. Et donc, je pense que ça contribue un petit peu au fait qu'on se cherche et qu'on a envie de raconter des choses. Et comment on fait sa place dans tout ça? Ouais, on prend du poids, non? En fait... moi, je pense que ma place, j'ai commencé à la trouver quand il y a eu une reconnaissance de la part d'un de mes deux pays, à savoir la Tunisie. Ça a commencé avec la Tunisie? Ouais. En fait, quand je suis passée à la télévision tunisienne, les gens dans la rue me reconnaissaient enfin comme tunisienne. En me disant, on est fiers de toi, tu fais la fierté de la Tunisie, alors comment ça va, la fille de notre pays. Et donc, eux ont considéré que je venais de chez eux, et à partir du moment où ils ont considéré que je venais de chez eux, ça m'a un peu apaisée. Parce qu'au début, on ne sait pas qui on est. Et exactement, en fait, parce qu'on a des têtes d'Arabes avec une culture française, et donc et les Français ne reconnaissent pas qu'on est de chez eux. Pour eux, on vient toujours d'ailleurs. À chaque fois qu'on rencontre un Français, mais c'est d'où, tu viens d'où, c'est quoi tes origines? Il y a toujours ça qui revient. Et alors que si j'étais caucasienne, on ne me poserait pas la question. Je veux dire, si j'étais un peu plus clair de peau. Et du coup, le fait que les Tunisiens aient reconnu que j'étais de chez eux, peut-être que c'est là où ça m'a apaisée dans ma quête de moi-même et que je me suis dit, en fait, je suis les deux. Ça y est, je suis tunisienne, on a reconnu que j'étais de là-bas. Et moi, je le sais que je suis française parce que je suis née en France et quoi qu'il arrive, je pense comme une Française, que je le veuille ou non. Et du coup, maintenant, ça va mieux. J'ai envie de faire rire les gens. Alors, on va les laisser écouter un extrait de Hommage à mes parents, un de tes spectacles. Et on se retrouve tout de suite après la pause. Restez là.
de mots, les petites blagues, les calembours, genre inconscient ou les deux conscients. Quoi? Tu as perdu 3 kilos? Il faut faire la déclaration de perte. À quoi ça sert la police alors? Et mon papa, il était épicier, comme la plupart des schleurs, parce que nous, en vérité, on est les schleurs de la Tunisie. Mon papa, il était épicier et il nous a toujours dit: qu'est-ce qui fait sortir l'argent de la poche de ton client pour venir dans ta caisse? Si la gentillesse. Et dis-moi, la vieille dame, quand elle vient chez moi, je dis: bonjour madame, comment que ça va, comment il va le chien? En vérité, je m'en fous, comment il va le chien? Mais je sais que la gentillesse, c'est ce qui fait rentrer l'argent dans la caisse. Alors il nous raconte qu'un jour, il y a des policiers qui sont passés devant sa boutique et qu'ils ont cherché quelque chose pour l'embêter et lui mettre une amende. Mais ils n'ont rien trouvé. Alors ils ont été dire qu'ils avaient trouvé soi-disant une souris et un cafard. Alors mon père a été convoqué au tribunal. Il a été obligé de répondre des faits qui lui étaient reprochés et des mesures d'hygiène qui n'étaient pas respectées. Arrivé devant le juge, il commence en disant: tout d'abord, monsieur le juge, je voudrais remercier la France parce que c'est grâce à elle que je suis là aujourd'hui. Et là, le juge, il dit: non, mais quel rapport, monsieur? Il dit: non, c'est important, vous allez comprendre. Moi, je suis un simple étranger, tunisien, de Djerba, à qui la France, aujourd'hui, a permis de venir travailler pour gagner honnêtement sa vie, et pour ça, je la remercie. Maintenant, les policiers, ils sont passés dans la boutique, et ils ont trouvé une souris et un cafard. D'accord. Mais monsieur le juge, la souris et le cafard, ils sont français. Explique-moi, toi, monsieur le juge, comment moi, un étranger que la France il a gentiment accueilli, je vais mettre 2 Français à la porte. Je peux pas. Et là, le juge, il l'a regardé, il a dit: allez, c'est bon, circulez, circulez. Et mon père, il me dit: tu vois, les Français, ils sont gentils, mais wallah, des fois, ils sont un peu naïfs. Papa et maman, je vous aime. Merci. On est de retour à Personnalité en compagnie de l'humoriste Samia Orosman. Écoute, j'ai envie peut-être que tu me fasses un petit sketch ici sur place en live. Est-ce que ça te tenterait? Ouais, alors écoute, dans mon spectacle, je parle de la nuance entre les accents d'Afrique. Les gens pensent que l'Afrique, c'est un pays, alors que l'Afrique, c'est un continent. Quand on te dit « Pourquoi est-ce que tu ne nous fais pas l'accent africain ?» Moi, je ne comprends pas. C'est comme si je te disais « Pourquoi tu ne me fais pas l'accent européen ?» Il n'y a pas d'accent européen, il y a des accents de pays. Par exemple, les Tunisiens, quand ils parlent, ils ont tendance à chanter un peu. Ça donne un peu ça. Allô, oui, voilà, vraiment, tu sais, c'est un endroit formidable. Écoute, je te dis quelque chose entre nous. Voilà, mon papa, tous les samedis, il nous emmène en sortie. Bien sûr, c'est normal, on est des gens civilisés, on a fait la révolution. Après, il y a les Algériens. Les Algériens, quand ils parlent, ils sont un petit peu plus virulents. Peut-être à cause de leur histoire, je sais pas. Ah, la belle! Il y a beaucoup de Tunisiens, ils viennent chez nous, en Algérie, car en Algérie, il y a tout. Il y a tout. Ensuite, il y a les Marocains. Alors les Marocains, quand ils parlent, on dirait qu'ils vont te frapper. Tallah frasek, qui veut dire prends soin de ta tête. Hein. Moi, le premier Marocain qui m'a dit Tallah frasek, j'ai dit toi-même, laisse-moi tranquille, arrête. Ensuite, il y a les accents d'Afrique subsaharienne. Par exemple, les Maliens, quand ils parlent, ils sont souvent très souriants. Ils ont le visage illuminé, un côté très généreux. Ça donne bonjour monsieur, ça va, alhamdoulilah. Ton parent, ça va, alhamdoulilah. Ta maman, ça va, alhamdoulilah. Et ton deuxième maman, ça va aussi, alhamdoulilah. Ensuite, il y a la Côte d'Ivoire. Je ne sais pas si tu connais, mais les Ivoiriennes, elles ont du caractère, du tempérament. Quand elles parlent, elles sont très exubérantes. Une fois, il y en a une qui traversait tout doucement la rue à Paris. Et puis, tu as un Parisien qui s'énerve. Il dit, mais avance, dépêche. Elle fait, je n'avance pas, il y a quoi? Je n'avance pas, tu vas faire quoi? Je dis, non, mais écoute, tu n'es pas contente, tu n'as qu'à rentrer dans ton pays. On rentrera chez nous quand vous nous aurez rendu ce que vous nous avez volé. Et puis, il y a le Cameroun. Alors, les Camerounais, ils sont un peu comme nous, les Tunisiens. Quand ils parlent, ils ont tendance à chanter, sauf qu'ils font de très longues phrases, mais pour rien du tout. En ce qui concerne les conflits qui se sont précédemment produits à l'intérieur même de ce café. Tu dis, mon frère, tout ça pour dire ça? En fait, les gens me demandent souvent comment j'écris. Je dis, j'écris pas. J'observe les gens et puis je raconte. Et c'est ça qui fait rire. Tu vois, je vais te raconter, un jour, je suis montée dans un covoiturage avec une Camerounaise. Et pendant le chemin, elle m'a fait pleurer de rire. La fille, elle me dit, moi, je ne comprends pas les filles qui achètent les cheveux des gens
pour mettre sur la tête. Ça, je ne comprends pas. Quand c'est cheveux synthétiques, ça ne me dérange pas. Mais celle qui achète cheveux des gens. Donc la fille a vendu ses cheveux parce qu'elle avait problème d'argent. Et toi, tu prends le problème des gens et puis tu mets sur ta tête. Des fois, ces cheveux de 300-400 personnes, on te vend. Si ton mari dort à côté de toi, il ne sait pas qui dort à côté de lui. Elle dit des fois, même ces cheveux de jument, on te vend. Si un talon te voit, il va te courir derrière. Je dis, mais comment tu veux être plus drôle qu'elle? Tu peux pas. On est d'accord ou pas? Des fois, il y a des situations que toi, tu n'aurais pas été capable d'inventer. Et puis la drague des Ivoiriens. J'étais en Côte d'Ivoire et puis il y a une fille qui passe, elle était toute mince comme ça. Je dis ah la fille, tu as vu comme elle est bien faite. Il m'a dit, elle, il n'y a rien à grignoter. La fille est sèche, tu vas dormir avec elle, tu vas sentir ses os. Il m'a dit, toi, non seulement tu es confortable, mais en plus tu réchauffes. Tu vois? Et c'est ça qui est drôle en fait, je pense, et qui plaît aux gens, c'est la manière de raconter les choses qui diffèrent. À partir du moment où tu as le regard et que tu vois les petits détails et que tu arrives à les raconter au mieux, et ben c'est ça qui les fait rire. Puis c'est tout fait avec amour. Ouais, c'est ça. Puis les gens se reconnaissent parfois dans certains de tes sketchs. Mais c'est ça, ils reconnaissent des personnages ou même quelqu'un qui leur est proche ou des fois eux-mêmes. Oui. Tu vois? Puis ça s'appelle Femme de couleur. Ouais. Et pourquoi Femme de couleur? C'est pour toutes ces femmes que j'ai pu rencontrer. En fait, je te disais, j'ai grandi en banlieue parisienne et il y avait des femmes de toutes les nationalités, toutes les cultures, toutes les origines. Et c'était une manière de leur rendre hommage, en fait. Et ça va être présenté au festival, dans le cadre du festival Nuit de Carthage. C'est ça. Donc, est-ce que c'est ta première présence à ce festival? Oui, parce que c'est la première édition du festival. C'est la toute première fois qu'ils le font. Donc, ça part... Ouais, donc, c'est tout neuf. Et donc, ça a été sur plusieurs soirs. Ils ont fait venir des chanteurs, des artistes connus, beaucoup d'artistes tunisiens, parce que c'est un festival tunisien. Et puisque Carthage, c'est en Tunisie. Et du coup, ça s'appelle les Nuits de Carthage. Et c'est dans un très beau lieu, c'est le théâtre Rialto. Donc, c'est un joli théâtre de 600 places avec genre des fresques au plafond. L'endroit est juste magnifique. Et du coup, normalement, je dois jouer ce soir. Alors, en même temps, je suis très excitée et très pressée d'y être. Et en même temps, j'ai beaucoup de trac parce que comme c'est un très bel endroit, j'espère que je vais être à la hauteur de l'endroit, quoi. Mais c'est la première fois que tu présentes ce spectacle à Montréal? Non, je l'ai déjà joué. Tu l'as déjà joué? Je l'ai déjà joué 3 fois, mais avec beaucoup de temps d'intervalle. Et entre-temps, il a beaucoup évolué aussi. Et la dernière fois que j'ai joué, mais c'était incroyable. Le public était exceptionnel. Je trouve que les Québécois, surtout les gens de Montréal, c'est un très bon public. Ah oui? Ils sont très bons enfants, déjà. Ils ont beaucoup d'empathie pour les gens. Et puis, chaque fin de phrase, il y avait un rire. On ne me laissait même pas terminer mes phrases, des fois, que les gens explosaient de rire. Et j'aime cette générosité, en fait. Ça me fait penser à la Belgique. Les Belges sont aussi comme ça. OK. Et donc, ils ont un rire généreux et communicatif. En tout cas, ça fait du bien. C'est un spectacle à voir si vous avez envie de rire et d'avoir du plaisir. Alors, merci beaucoup, Samia, pour cette Merci entrevue. à vous. Alors, pour ceux qui se demandent quand est-ce que je reviendrai, je sais que j'ai une date prévue au mois de septembre. Au mois de septembre. Ouais. D'accord, on suit ça. Et comment on peut suivre, justement, Alors, sur ma ta page carrière? Samia Orozman, et l'événement pour lequel je viens, il s'appelle Afrikiri. Et ce sera un grand festival africain au mois de septembre, normalement fin septembre, je crois que c'est le 21. Et donc, je serai là, Inch'Allah, comme on dit chez nous. Oui. Et ceux qui veulent venir sont les bienvenus. Merci. Alors, je vous invite à suivre Samia Orozman et à vous tenir au courant de ses spectacles à venir. C'est l'occasion d'avoir du plaisir et de s'amuser. Et pour nous, on se retrouve la semaine prochaine avec une autre personnalité de la semaine. À bientôt tout le monde!